Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Demain après Kabila, demain après Kabila ou demain après Kabila, nous sommes avec l'abbé Jean-Pierre Mbelou. Avec lui, on va essayer de parler de l'actualité. On va parler République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, monsieur l'abbé. Bonjour, bonsoir, pasteur Bobo. Demain, l'après-Kabila. C'est comme si Kabila avait resté encore au pouvoir. Vous dites demain l'après-Kabila, mais on voit les gens du PPRD commencent à faire des manœuvres pour interpréter la loi, la constitution, pour que Kabila puisse encore postuler cette année aux élections 2018. Demain, après Kabila, c'est une étude prospective. Hein. C'est simplement une façon de réfléchir sur notre devenir collectif, de façon que si jamais les choses se passaient comme plusieurs compatriotes le pensent, on n'est pas, ne fût-ce qu'un simple écrit, hein, disant, parlant de 2-3 idées sur lesquelles on pourrait repartir. Mais, les manœuvres dont vous parlez ne sont pas très significatives. Je vais vous dire pourquoi. Le grand problème que le pays a maintenant, c'est celui de l'oubli de notre histoire. Il y a des fissures, et des sérieuses fissures qui commencent à se créer dans le mur de notre mémoire collective. Nous commençons à faire comme si, depuis bientôt plus de 3 décennies, le Congo n'était pas en guerre. Alors, les questions comme celle-ci, comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à avoir quelqu'un qui est rentré chez nous comme par effraction? Comment se fait-il que ce cheval de Troie, ce mercenaire, nous donne l'impression qu'il est au pouvoir et nous nous applaudissons, nous croyons effectivement qu'il est au pouvoir. Donc petit à petit, c'est toute une histoire, c'est toute une mémoire collective que nous sommes en train de balayer en lisant mal l'actualité. Et c'est simplement pour des questions de rappel que j'ai apporté ce livre qui est intitulé « Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique ». Ce qui s'est passé en Afrique vers les années 80-90, ce qui s'est passé au Congo à partir du mois d'octobre 1996, c'est une guerre raciste de prédation et de basse intensité. Alors, de plus en plus, quand nous parlons des élections, nous devrions nous poser cette question-ci. Ceux qui nous ont livré cette guerre-là et qui l'entretiennent, où sont-ils passés? Est-ce qu'ils produisaient le Congo comme État manqué, comme État raté, pour qu'après, ils puissent laisser aux Congolais l'opportunité de pouvoir organiser les élections et de devenir un État souverain? Donc, toutes ces questions-là, nous ne les posons même plus. Ce qui fait que nous commençons à blablater sur les sorties médiatiques de tel ou tel autre leader, en oubliant, entre autres ceci, que la guerre menée contre le Congo depuis les années 90, et même un peu plus tôt, participe de la déstructuration, de l'anéantissement de plusieurs États du monde. Et je crois vous avoir rappelé lors d'une émission le titre
d'un article d'un historien américain, Edward Herman. Il a écrit un article très intéressant que certains d'entre nous qui ont envie de le lire peuvent le retrouver sur Internet. Il suffit de mettre le titre de l'article, c'est « Produire les États ratés ». En lisant le texte publié par Edward Herman, on se rend compte que le Congo, Kinshasa, est placé à côté de beaucoup d'autres États qui ont été produits comme États ratés à partir des années 90. On peut faire allusion à l'Irak, on peut faire allusion à la Somalie, on peut faire allusion au Soudan, on peut faire allusion à la Syrie, on peut faire allusion à la Libye, on peut faire allusion à l'ex-Yougoslavie. Donc, tous ces pays-là avaient été dans la ligne des mires des anglo-saxons qui tenaient à en faire des États ratés, des États manqués. Et pour produire le Congo comme État raté, État manqué, certains Africains ont été mis dans le coup. Ils ont servi comme sous-fifres, ils ont servi comme sous-traitants. Et l'un des garçons de course que les anglo-saxons et leurs multinationales ont utilisé dans cette guerre, c'est celui qui s'est fait appeler M. Joseph Kabila. Alors maintenant, nous avons suivi il n'y a pas très longtemps qu'il a dû accueillir pendant 8 heures les responsables des multinationales qui opèrent à partir du Congo. De quoi ont-ils parlé pendant 8 heures? Après, certains de ces tambourinaires et de ces turiféraires ont publié des articles disant qu'il allait publier un code minier assez exigeant à l'endroit des multinationales qui travaillent chez nous. Donc, si nous analysons la question congolaise en oubliant l'histoire, nous risquons de perdre de vue que depuis les années 96, le Congo n'existe plus comme État. Le Congo, comme l'a dit récemment le pasteur Ekofo, est un non-État. Et avec Noam Chomsky, nous disons que le Congo est un État manqué et il n'y a pas de pouvoir géré quelque part au Congo. Il y a une confusion que nous entretenons dans l'usage de certains mots, une confusion dont nous avons beaucoup de mal à pouvoir nous départir. Je prends un exemple. Quand François Mitterrand accède aux affaires en 1982 en France, sa femme, Danielle Mitterrand, lui pose cette question. Elle lui dit, « Monsieur Mitterrand, maintenant que vous avez le pouvoir, allez-vous essayer de réaliser le projet socialiste tel que vous l'aviez conçu avec vos camarades ?» J'essaie de paraphraser. François Mitterrand répond comme ceci. Écoutez-moi bien, Pasteur Bobo. Avoir un gouvernement, ce n'est pas avoir le pouvoir. J'ai un gouvernement, mais je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de pouvoir m'opposer au diktat de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et des autres organismes dépendants des États-Unis, des anglo-saxons. Vous vous imaginez un pays que nous considérons comme étant l'une des grandes puissances du monde, qui a été déstructuré depuis 30 ans, et quand Mitterrand arrive aux affaires, il dit « je n'ai pas le pouvoir ». Et nous, qui avons été produits comme État raté, nous continuons à croire qu'alias Joseph Kabila a le pouvoir et qu'on peut concourir, qu'on peut compétir pour pouvoir avoir ce pouvoir-là. Merci beaucoup, M. Ladé. Comme vous touchez
côté international un peu, Mitterrand et les autres, moi je prends l'affaire Bolloré qui perturbe hein, un milliardaire. Vous dites que le pouvoir, c'est plus les politiques, c'est les multinationales. Mais ici, on aimerait bien vous écouter sur l'affaire Bolloré, un milliardaire sous examen, un milliardaire qu'on a. Hein. C'est comme si c'est les politiques que le pouvoir, c'est plus les milliardaires. Sur la question de Bolloré, j'aimerais que nous puissions être patients pour voir comment la chose va se solder. Mais je vais faire un petit rappel. Il y a un livre très intéressant d'Antoine Glaser intitulé « Arrogant comme un Français en Afrique ». Et dans ce livre, Antoine Glaser parle de trois tontons flingueurs. Il y a Bolloré, il y a Bouygues, il y a Castel. Et ces trois messieurs, qui ont beaucoup d'argent, ont cette spécificité-ci. Ils ont des entrées directes à l'Élysée et ils ont beaucoup de relations en Afrique. Donc, l'affaire Bolloré est à situer dans le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler l'État profond français, qui est composé des chefs d'État, des milliardaires, des services secrets, de certaines multinationales, etc. Cet État profond a essayé de pouvoir influencer de l'extérieur la politique africaine. C'est ainsi que dans la plainte portée contre Bolloré, on explique que son agence Havas a essayé d'aider les présidents de la Guinée, Alpha Condé, et le président du Togo, le jeune Eyadema. Mais cela, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il n'y a pas que les ports de la Guinée-Conakry ou du Togo qui sont concernés. Il y a, par exemple, les ports en Côte d'Ivoire, il y a les ports au Burkina Faso, il y a les ports au Congo-Brazzaville. Et quand on examine la chose de plus près... Oui, mais maintenant, il voulait travailler pour qu'il mette un port entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa. Et c'est lui qui contrôle, jusqu'à présent, je l'espère, le chemin de fer camerounais. Bolloré n'est pas impliqué dans le Matip du Congo. Attendez, j'arrive. RDC. J'arrive. Le problème, c'est le principe qui pousse Bolloré et sa multinationale à pouvoir contrôler les ports. Et je vous félicite d'avoir pensé à poser cette question. Pourquoi? Parce que souvent, quand nous analysons les questions africaines, nous restons superficiels. Or, quand vous lisez Antoine Glaser, au sujet des ports, il dit ceci. Bolloré aurait dit un jour qu'il contrôle les ports, contrôle les pays. De temps en temps, nous nous battons entre nous, nous disons, mais on accuse toujours les autres. Mais eux travaillent à partir des petits principes simples. Plus je contrôle les ports de tous ces pays-là, plus j'arrive à les contrôler. Et il ne les contrôle pas pour lui-même ou simplement pour sa multinationale. Comme c'est un État profond au sein duquel opèrent plusieurs acteurs, dont certains chefs d'État, ils peuvent, à partir de leur multinationale, influencer la politique intérieure de ces États-là, mais surtout faire en sorte que les chefs d'État qu'ils veulent conserver, qu'ils veulent garder à la tête des pays africains, leur permettent d'avoir accès
aux matières premières stratégiques, comme le manganèse du Burkina Faso, comme l'uranium du Niger, comme les autres matières premières stratégiques qu'on retrouve aujourd'hui dans un pays comme le Congo. Donc, il y a les ports africains à les pays africains. Au moment où nous nous battons superficiellement en parlant des élections, eux travaillent à pouvoir avoir la maîtrise du fonctionnement de l'économie africaine. Donc c'est à peu près la même carte qui est jouée depuis les années 60. Vous avez la politique du ventre ou du verbe, vous parlez, vous avez les ministères, vous avez les postes de DGA ou d'ADG ou de PDG, mais eux contrôlent et confisquent l'économie. Or, vous ne pouvez pas prétendre devenir des pays souverains si vous ne contrôlez pas votre économie. Et beaucoup de pays africains, dont le Congo, se situent à ce niveau-là. Ceux qui blablatent en disant qu'ils sont politiciens n'ont aucun contrôle sur le fonctionnement de l'économie congolaise. Mais pourquoi, brusquement, on a lâché le milliardaire Bolloré, c'est presque l'arbre qui cache la forêt, la France est derrière. Quand Bolloré travaille en Afrique comme ça, contrôle les ports, c'est la France qui contrôle les ports. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour qu'on puisse... N'oubliez pas qu'il y a un concurrent à Bolloré qui l'a traduit en justice. Lui qui a été défenestré, je ne sais plus maintenant si c'est au Togo ou en Guinée, où il avait déjà travaillé pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire, les multinationales, entre elles, les grandes avalent les petites disparaissent, et il peut arriver que... Mais c'est ça la compétitivité, la guerre de tous contre tous. Il peut arriver qu'entre elles, ceux qui ont été avalés, qui ont été mangés sans que leur responsable accepte cela, il peut se faire qu'elles soient poursuivies en justice. Mais je vous ai dit, essayons de patienter un peu pour voir comment la chose va se solder. Vous savez que quand quelqu'un est traduit en justice, il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui pèse sur lui. Essayons de voir comment l'histoire va se solder. On pourra peut-être y revenir lors d'une autre émission. Demain, après Kabila, on voit le SADC changer d'avis. En principe, il devrait envoyer un émissaire spécial pour tirer les oreilles à Kabila. Mais brusquement, Kabila débarque là-bas avec Nanga, avec des preuves à l'appui. Tout se passe bien, je respecte. Demain, après Kabila, on voit le SADC féliciter Kabila. Vous savez, essayez de me suivre. Hein. Vous verrez que souvent, chez nous, au Congo, nous n'allons pas au véritable débat. Le débat, ce n'est pas le SADC. Le SADC, c'est quoi? Qui est derrière... ce n'est pas la SADC. La SADC, qui est derrière la SADC? Qui bouge les pions de la SADC? Qui fait que Kabila puisse être reçu par la SADC comme président alors qu'il n'est qu'un mercenaire? Donc, c'est tout ce fonctionnement-là, ou tout ce dysfonctionnement-là, qu'il faut analyser en profondeur. Donc, vous voyez, je vous montre encore une fois ce livre de Pierre Payan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Quand vous le lisez, vous voyez combien de lobbyistes sont impliqués dans la guerre du Congo. Les lobbyistes anglo-saxons, les lobbyistes juifs, et qui travaillent avec les pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Angola. Donc, mais eux, souvent, les lobbyistes, n'apparaissent pas. Monsieur, si vous voyez monsieur alias Joseph Kabila en train de faire la tête qu'il fait là, c'est parce que derrière lui, il y a un lobbying qui travaille et qui perçoit beaucoup d'argent. N'oubliez pas, et ça vous savez vérifier, allez sur le Congolais par exemple, vous avez les noms des lobbyistes qui travaillent pour ce monsieur-là aux États-Unis. Et il a même dépêché sur place
l'ex-ministre des Affaires étrangères, M. Tshibanda, pour qu'il aille travailler dans le même sens. Donc, souvent, nous nous limitons à ce que j'ai déjà appelé ici, au cours d'une émission, les acteurs apparents. Nous voyons ceux qui sont sur le devant de la scène. Mais souvent, ceux qui sont sur le devant de la scène sont utilisés comme garçons de course, sont utilisés comme nègres de service, sont utilisés comme des simples pions. Et maintenant, au Congo, qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer au Congo, c'est que ces pions-là, comme ils sont interchangeables, qu'un autre puisse être imposé aux Congolais comme futur président. Et maintenant, par manque d'analyse approfondie, par manque d'études approfondies, nous risquons, nous Congolais, de nous battre entre nous, de nous insulter, de nous tuer, parce que des camps se lèvent pour pouvoir soutenir les pions de la mondialisation néolibérale. Et tout débat, à un certain moment, n'est même plus accepté. Donc, dès que vous touchez à ce pion-là, comme quand il se présente sur la place publique, il ne dit pas qu'il est pion, mais vous avez toute sa coterie sur votre dos. Donc, nous sommes à une période très difficile de notre histoire qui demande que nous puissions avoir certains d'entre nous qui fassent un usage permanent de beaucoup d'intelligence pour aider nos masses populaires à ne pas aller tomber sous les nids des vipères. Beaucoup de vipères sont déjà sorties de leur nid, mais elles sont sorties comme pions. Elles sont sorties comme sous-traitants. Elles sont sorties comme sous-fifres de ceux qui, demain, veulent faire du Congo et de toute l'Afrique un marché sans État souverain. Mais ce n'est pas une guerre qui est menée contre le Congo seul. Je crois vous l'avoir déjà dit ici lors d'une autre émission, en citant un livre qu'on trouve encore aujourd'hui sur le marché. C'est le livre de M. Philippe de Villiers. Il est intitulé « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu ». La guerre pour la destruction des États. Et quand vous voyez la France aujourd'hui, c'est un État qui court. Vous avez vu comment Trump entraînait M. Macron par la main. C'est un État qui court derrière les États-Unis, qui n'a plus rien de souverain depuis bientôt 30 ans. Donc la guerre menée contre le Congo et contre beaucoup d'autres pays africains, ce n'est pas une guerre qui leur est adressée spécifiquement. C'est une guerre beaucoup plus globale qui va dans le sens de la déstructuration des institutions, dans le sens de la destruction des États-nations pour faire du monde un marché où la concurrence libre et non faussée peut être garantie. Mais, j'ajoute un mais. Un autre monde est en train de naître et c'est là que la victoire, même si elle est passagère, de la Syrie sur la coalition formée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, cette petite victoire-là est porteuse d'un peu d'espérance pour l'avenir. Il y a des pays qui ont compris qu'ils ne doivent pas se diluer dans le marché globalisé, qu'ils doivent rester souverains malgré les sacrifices que cela peut coûter. Et d'autres humiliés d'hier, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, sont en train de s'associer, de coaliser pour qu'enfin advienne un monde multipolaire. Et ça, c'est un point positif qui peut être souligné aujourd'hui. Et puis, tout comme la réconciliation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, elle coupe l'herbe sous les pieds des pêcheurs en eau trouble. Ce sont des signes positifs qui commencent à se dégager de l'essoufflement
de cette guerre menée par ceux qui estiment que les biens du monde et les humains ne sont que des marchandises à exploiter à temps et à contre-temps. Revenons politique nationale, le discours de Félix Tshisekedi à Sainte-Thérèse, lycée Thérèse, fait couler beaucoup d'encre et de salive, il y a une polémique. Votre réaction par rapport à ce discours, vous l'avez suivi, vous êtes analyste politique, c'est le premier discours de Félix en tant que président de l'UDPS. Votre réaction par rapport à ça? Encore une fois, je vous dis que vous n'arrivez pas à me suivre convenablement. Mais je vais quand même répondre à votre question. Je réponds, mais je ne réagis pas. Je réponds en faisant certaines remarques. Nous avons un problème sérieux. Par manque d'analyse approfondie et intelligente, nous restons souvent braqués sur l'un ou l'autre d'entre nous. Non pas pour améliorer un discours qu'il aurait tenu et qui aurait des failles, mais pour lui tirer dessus. Donc, nous sommes dans une certaine régression politique du point de vue de l'intelligence. Ce monsieur-là fait un discours. Il y a des choses à relever. Ce n'est pas la première fois que l'UDPS arrive à entraîner des masses. Mais regardez combien de masses le feu d'Étienne Tshisekedi arrivait à mobiliser. Regardez les masses que le feu d'Étienne Tshisekedi a mobilisées à travers tout le pays en 2011. Mais est-ce que la question qui se pose est celle de mobiliser les masses ou celle-ci? Comment transformer ces masses en une énergie, en une force politique? Comment faire que tous ces gens, tous ces jeunes qui sont venus puissent demain être capables d'identifier les véritables agresseurs du pays, les véritables acteurs pléniers de la descente du Congo en enfer, de façon que, aux enfers, de façon que, au cœur d'un parti politique, que ce soit l'UDPS ou un autre, se lèvent des démiurges de leur propre destinée. Donc, la petite spécificité qu'a eu le discours de M. Félix Tshisekedi, c'est son insistance sur l'état de droit. C'est une expression fétiche pour l'UDPS, parler de l'état de droit. Et c'est important de revenir sur une expression comme état de droit. Mais la question que Félix devrait continuer à se poser, c'est celle-ci. Comment faire passer le Congo d'un non-État à l'état de droit? Quelles sont les méthodes, les stratégies, les tactiques auxquelles il faudra recourir demain pour qu'avec toute la base de son parti et avec ses alliés, ils arrivent à tracer une voie qui contribue au passage du Congo de son état de non-droit et de son état de non-état, de son état d'état raté, de son état d'état manqué à l'état de droit. Donc, l'état de droit. Il a fait allusion à la gratuité de l'enseignement primaire. Et là, ce qui m'a un peu fait réfléchir, c'est le constat qu'il dresse lui-même. Il dit, je paraphrase, si on fait une petite analyse de ce qui se passe dans notre pays depuis tout un temps, on voit que plusieurs jeunes n'ont pas bien étudié. Mais j'aurais souhaité qu'il aille en profondeur de ce constat. Comme plusieurs jeunes n'ont pas bien étudié, est-ce qu'il ne faudrait pas que les partis politiques assument leur charge d'éducation citoyenne de façon
que, au lieu d'aller le Congo, le tribalisme a tendance à l'emporter sur une identité citoyenne collective. Quand vous ne parlez que de politique, sans une économie, sans les droits sociaux, économiques et politiques, quand ces droits-là ne sont pas assumés, ce qui arrive, c'est quoi? Ceux qui occupent les petits postes politiques redistribuent avec la coterie. Et la tendance, c'est que la coterie ne puisse soutenir que ceux qui, demain, lui assurent son train-train quotidien en lui partageant un peu de sous. Donc, poser le problème de l'état de droit devrait, en principe, conduire les partis qui en parlent à pouvoir imaginer et réinventer le Congo comme État souverain. Si on faisait une comparaison avec son père, Etienne Tshisekedi Lumumba, est-ce qu'on pourrait l'appeler Tshisekedi Light? Pas bon message. Il y a une différence à établir, et lui-même le reconnaît. Hein. On ne remplace pas. Le père était dur, on ne remplace pas Etienne Tshisekedi en un clin d'œil. Hein. Son message est un peu... Et là, j'ai entendu plusieurs compatriotes l'attaquer. Mais... Son père était dur quand même. Oui, mais cette dureté-là a conduit à quoi? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire qu'il y a moyen de pouvoir équilibrer le discours que l'on tient publiquement? Si Félix Tshilombo Tshisekedi est appelé à pouvoir devenir un homme public, il devrait d'abord contrôler son parler. Il ne devrait pas avoir un langage ordurier. Il devra pouvoir avoir un discours qui laisse transparaître son souci, son souhait de voir ce pays-là aller de l'avant avec ses alliés d'hier et d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et ses ennemis, Kabila le félicite. Bon, quand Kabila la majorité, quand les Kabilistes se félicitent son discours, est-ce qu'il y a un rapprochement? C'est le titre. Jeune Afrique. Là, nous nous perdons dans des débats stériles. Et c'est devenu la spécificité des Congolais de se perdre dans les débats stériles. Non, le représentant de la majorité présidentielle. Mais il n'y a pas de majorité. C'est à tous nous qui passent. Mais c'est là que je vous dis que vous ne me suivez pas bien. Il n'y a pas de majorité présidentielle. Il y a quoi? Il y a un conglomérat d'aventuriers qui s'arrange pour diviser le plus possible les Congolais. Et les Congolais devraient être attentifs à ce discours qui aujourd'hui appuie X, demain appuie Y, aujourd'hui coalise avec X, demain coalise avec Y. Qu'est-ce que tout cela apporte au pays? Des divisions, des confrontations, des insultes, du tribalisme, de l'ethnicisme. Et le comble est que nous oublions que c'est une méthode. La méthode de diviser pour régner est héritée par le conglomérat d'aventuriers de son lobby. Non, si on n'est pas attentif à cette procédure, à cette méthode qui consiste à créer des alliances aujourd'hui, à les dissoudre demain, à en créer de nouvelles pour semer de la cacophonie, pour pouvoir semer de l'illusion, on ne va pas s'en sortir. Mais malheureusement, nous avons hérité d'un discours, d'une rhétorique officielle qui ne dit absolument rien. Écoutez, vous parlez de la majorité présidentielle, mais est-ce que vous connaissez une seule majorité au monde où les députés de la majorité, pour voter, doivent être corrompus? Il n'y a pas de majorité. Ce sont des gens corrompus, ce sont des aventuriers. Alors maintenant, ces aventuriers ont leur modus operandi. Quand ils veulent, par exemple, salir X ou Y, ils mettent leur machine en marche. Mais nous nous laissons prendre à ce piège-là.
Or, ce qui devrait se faire, c'est un choc populaire, c'est-à-dire les Congolais devraient le plus possible se mettre ensemble pour constituer une force. Mais cela devient difficile. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces critiques autour de Chilombo, mais demain ça sera un autre, demain, après-demain ça sera un autre encore, aujourd'hui ça pourra déjà être Mbelou, parce que la confiance a été éperdue au Congo. Les Congolais ne se font plus confiance. À raison. Ils ont été trahis. On a vu des compatriotes venir de l'extérieur et dire qu'ils étaient des libérateurs. Il n'en a pas été question. Alors, il y a quelque chose d'essentiel à faire. C'est quoi? C'est que j'appelle, avec Jean-Marc Ferry, une éthique reconstructive. Si nous continuons sur cette allure, sur cette lancée, si nous continuons à cette allure, il nous sera difficile de pouvoir rebâtir le pays. Voilà pourquoi ce qui avait été imaginé autrefois, la commission justice, vérité et réconciliation, doit pouvoir un jour fonctionner dans ce pays-là pour qu'on reparte sur de nouvelles bases, qu'on rebâtisse la confiance qui est perdue, complètement perdue. Monsieur l'abbé, comment réagissez-vous quand vous écoutez la stabilité, c'est les USA, la stabilité de la RDC passera par les élections de 2018? Non, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est... Pasteur Bobo, regardez. Je viens de vous faire une petite démonstration en vous disant que le Congo est un État failli, non raté, manqué, et le pasteur, il faut parler de non-État. Je viens de vous faire la petite démonstration ici. Il y a la confiance qui est perdue entre les Congolais. Sans un minimum de base d'une éthique reconstructive qui puisse être à la fois une éthique responsabilisant les Congolais et une éthique réconciliant les Congolais, pas simplement entre eux, mais avec leur histoire. Si nous n'arrivons pas à questionner notre histoire pour dire ceux qui nous ont agressés hier pour des raisons racistes parce qu'ils voulaient détruire notre identité, qu'est-ce qu'ils sont devenus? S'ils continuent à demeurer impunis, demain, on a beau organiser les élections, ça ne donnera rien. Pourquoi? Parce que les impunis vont continuer à voler, à tuer, à détruire comme tout bon mercenaire. Vous êtes pasteur, quand vous lisez le chapitre 10 de Saint Jean, qui parle du bon berger et du berger mercenaire, il vous montre comment agit le berger mercenaire. On ne peut pas organiser des élections dignes de ce nom dans un pays géré par des mercenaires, par un conglomérat d'aventuriers. Les élections réalisées dans ce contexte-là ne pourront être que des pièges à camp où plusieurs de nos compatriotes risquent d'être entraînés comme des moutons. Mais des moutons de panurge alors. On va terminer ici. Demain, après Kabila, je vais vous redonner la parole ici sur le niveau au Ningala Yokaka. Demain, après Kabila, beaucoup de Congolais vous suivent, beaucoup de compatriotes, que ce soit parce que vous, c'est vraiment, ça dépasse même les frontières du Congo. On vous suit. Votre lecture, comment vous voyez les choses, comment vous pouvez prédire l'avenir de la RD Congo? L'avenir de la RD Congo, il est beau. Il est beau, mais il va nous exiger beaucoup de travail. Si nous acceptons de beaucoup travailler, cet avenir sera beau. La raison de la Mukanda, carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Pour nani? Parce que bateau et babundi sabiso, basala, musala moko, ya makasi. Musala ya boso izalaki musala ya mayele. Batiaki mayele na bango, esika moko. Batipe mayele na bango, na mikanda oyo babandaki kokoma. Biso tozali wapi? Est-ce que nous sommes arrivés
à nous identifier, à constituer une résistance participative qui nous aide demain à pouvoir nous poser au cœur de l'Afrique comme un peuple souverain. Est-ce que nous excellons dans ce travail de l'intelligence, de la mise en commun de nos intelligences pour pouvoir créer une identité collective, mais une identité collective digne de ce nom? Banda indépendance ti na lelo eloko nini biso ba congolais to salaki pote to lo bate to sali manso pote mboka wana comme o ya biso. Les efforts qui ont été déployés par exemple à partir de la conférence nationale souveraine ont été anéantis par cette guerre raciste et de basse intensité. Yangwana ekosenga tembala mususu tozongela manso yo to salaki liboso te bitumbo oyo eutaki libanda ekoyela biso. Komaki wapi? Quels ont été les ressorts qui nous ont permis de tenir debout comme peuple? Soki tozongeli makambwana ete toye kovanda to mituni to uti wapi to komi wapi tozokende wapi? Neni ntokosala pote identité na biso ezala respecté. Nengeni ntosala pote makoki oyo ya bana mboka et profiter na bana mboka nyonso na makoki oyo toza nango na Congo moyen akosala nini allocation universelle des alliés. Donc on produit ce qui est produit et redistribué. Mais nous avons un grave problème. Est-ce que moko tokoma na souci ya kopesa respect na mibeko oyo biso moko tozokoma? Comment arriver à respecter les principes et les règles que nous édictons nous-mêmes? C'est ça. Donc, un pays ne peut se construire que si ses fils et ses filles ont 2, 3 petites idées de souveraineté qu'ils respectent, ont 3, 4 principes sur lesquels ils bâtissent ce pays et disent Mkoloba koko simba ba principe wana ata pona kokufa to kokufa. Ce qui tolingite identité collective nabiso est à la respecter à travers le monde. Il est temps que nous arrivions à nous dire ce qui peut constituer pour nous les raisons de vivre ou de mourir. Ce qui te commis et si kawana tolobi la majorité nabiso tel principe on les élabore. Ceux qui m'ont simbi ba principe wana atapo na kukufa to kukufa wana na maso toko banda ko sikola mboka na biso. Mais n'ayons pas une vue courte parce que bato yo bazo bundisa mboka wana to mona ka bango mikolo nyonso te. Bango ba makalokola alias Joseph Kabila te. Bango ba makalokola Félix te. Bango ba makalokola Fayulu te. Babomba naka na molili biso pe tozala na bato na biso oyo babomba naka oyo basalaka résistance na molili pote tosangana tobima na molili oyo tokoti banda mikolo ebele. Donc nous devons, au lieu de nous battre entre nous, de nous insulter, nous devons apprendre à tracer notre voie à nous en tant que Congolais. Et nous en avons les potentialités. Moi, je suis à Sali, voiture hydraulique na États-Unis. À ça congolaise. Hein? Il y a beaucoup de Congolais à travers le monde qui n'attendent que les choses sérieuses commencent à se passer dans ce pays-là pour qu'ils rentrent donner le meilleur de même pour leur pays. Donc, au lieu de nous tirailler, nous rentrer dedans, commençons à dire qu'est-ce qu'il y a chez l'autre qui peut aider notre pays à avancer. Positivons le plus possible pour créer un choc populaire, des solidarités résistantes. Wana Tokobika. Merci beaucoup. Nancy Eslagi Malobano Yasuka, prochainement. Nous allons à Bimbelo, Malobanaï.
baide na ye makomi na ye ezala kola wolo mpenza ezala motuya nde tomonali prochainement merci.